Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes, sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Alors je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs et leurs réussites pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marie Mérouz, fondatrice de Marboutique, une entreprise qui combine des jouets en bois traditionnels avec la technologie à écran tactile afin de rendre l'apprentissage unique et ludique dès le plus jeune âge. Marboutique fête ses 10 ans cette année et avec Marie, on revient sur son rôle de pionnière dans la EdTech, la technologie au service de l'enseignement, sur ses inspirations, sur les moments marquants de Marboutique et sur ses engagements associatifs justement aussi pour encourager d'autres personnes à entreprendre. C'est un épisode très sympa avec Marie où je découvre une nouvelle façon d'apprendre. Marboutique est un bel exemple d'utilisation d'un écran à bon escient et ça fait plaisir. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Salut Marie. Salut Théo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Très contente de te recevoir sur le Pompon. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Marie Mérouz et je suis la fondatrice de Marboutique. Yes. Et on va bien évidemment en parler longuement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Ah, intéressant. Alors, ma famille pensait que je serais présidente des États-Unis d'Europe. Mais en fait, non, je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait l'ENA. Je pense qu'à un moment, je voulais devenir scientifique. Ok. Inventeuse, ouais. Chouette. Et ça t'est resté longtemps ou pas ? J'ai quand même fait des études scientifiques. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur. Et donc, tout le côté scientifique m'intéressait beaucoup. Mais quand il a fallu choisir un métier et voir des carrières assez techniques, je ne me retrouvais pas. Je suis quelqu'un de très pluridisciplinaire et je voulais vraiment chercher quelque chose qui soit à l'intersection en gros des sciences humaines et des sciences plus dures. Enfin, voilà. Ouais, ok. Et quand t'es au collège, lycée, est-ce que tu vois déjà un petit peu vers quoi tu vas tendre ? Est-ce que tu as déjà des idées ? Okay. Non, pas du tout. Franchement, jusqu'à la fin du lycée et même pendant l'école d'ingénieur, je savais vraiment pas ce que je devais faire. Et du coup, c'était même parfois un peu une source d'angoisse de me dire oh là là, mais est-ce que je vais trouver quelque chose qui va me convenir ? Ouais. Et pourtant, j'ai fait une belle école d'ingénieur parce que j'ai fait l'école centrale Paris. Donc, en principe, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Mais il m'a fallu pas mal de temps pour essayer de trouver ce qui me plairait. Ouais. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de suivre la filière centrale entrepreneur en 3e année de l'école centrale Paris. Ok. Donc à la fois ce côté cursus effectivement d'ingénieur et puis d'entrepreneur au bout d'un moment, quoi. C'est ça. Okay. C'est ça. Et c'était une formation qui m'a beaucoup plu parce qu'elle a mis... c'était une formation qui met le savoir-être au cœur de cet apprentissage d'entrepreneur. Si on peut parler d'apprentissage d'entrepreneur, en disant que la performance de l'entreprise, surtout dans ses premiers moments, repose beaucoup sur le savoir-être et la capacité d'adaptation de la personne elle-même. Oh, chouette ça. Ouais, super, hyper intéressant. Parce qu'effectivement, c'est un peu ça, ouais. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Ouais. Complètement. Et quand tu as fait tes études d'ingénieur, est-ce que là, tu avais une idée en tête ? Pas du tout. Non plus. Non, pas du tout. Ouais. Je me souviens qu'on avait à la 2e et la 3e année, il y avait ce qui s'appelait le forum. Forum où il y avait les grandes entreprises qui venaient. Les fameux forums, j'adore. Donc il y avait le stand de Nestlé, le stand de Safran, le stand de... Tu vois, tous les stands des grosses... À la fois, puis des gens du monde du luxe, des gens du monde de la finance, de la banque, enfin... Vraiment des grosses entreprises et donc forcément c'est ceux aussi qui peuvent se payer des gros stands donc qui distribuaient des porte-clés tous les goodies possibles et imaginables et donc il fallait se saper, se mettre en costard pour aller faire c'est-à-dire faire semblant et tout. Non mais j'exagère un peu, mais je pense qu'il y a plein de mes camarades qui ont trouvé du taf à ce moment-là, mais moi je me souviens d'avoir arpenté en fait les allées du forum en me disant non,
Non, non. Et un petit moment de oh là là. Et donc, il y avait effectivement le petit stand tout en bas de Centrale Entrepreneur. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, je vais faire ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie alors Est-ce que tu avais déjà des exemples? Qu'est-ce qui... Non, pas tant que ça, parce que dans ma famille, dans ma famille immédiate, tout le monde est fonctionnaire. Ok. Et je sais que tu as interviewé ma petite sœur qui est militaire. Mon père était militaire aussi, ma mère était ingénieure de la fonction publique. Donc, non, j'ai pas d'exemple d'entrepreneuriat dans mon proche cercle, on va dire. Mais après tout, pourquoi pas. Ouais. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ça? Alors, après avoir suivi la formation, je me suis pas lancée immédiatement. J'ai commencé par travailler pour une start-up. Alors maintenant, on dirait une start-up de la EdTech, mais sauf qu'à l'époque, ce terme n'existait pas. On disait plutôt e-learning à l'époque. Donc j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait Maxicours, qui a été fondée dans les années 2000. Donc le concept, c'était d'avoir une solution de soutien scolaire en ligne par abonnement à l'époque. Et c'était aussi pas l'époque où l'abonnement était super hype comme maintenant. Donc le fondateur de cette boîte, Benjamin Manière, que je salue d'ailleurs, il était vraiment en avance sur beaucoup de choses, peut-être un peu trop en avance. J'allais dire, est-ce qu'il était trop en avance ou pas, mais un peu trop en avance. Et j'ai travaillé 7 ans pour cette boîte-là. Je me suis éclatée. C'était une boîte, on était 10 quand je suis arrivée, et après elle a grossi, bien sûr. Et j'ai travaillé 7 ans dans cette entreprise, vraiment avec je pense avec le recul, j'avais vraiment, je travaillais en mode intrapreneur, c'est-à-dire essayer de développer les choses à l'intérieur de la boîte. Et puis au bout de 7 ans, j'ai déménagé à Bordeaux. J'ai travaillé un petit peu en remote à l'époque, mais j'ai eu envie en fait de me lancer par moi-même. Donc c'est là où l'aventure Marbotique est arrivée. C'était il y a 10 ans. Yes, très cool. Et alors je reviens juste sur cette envie quand tu es étudiante d'entreprendre en fait. Mais c'est l'envie de quoi? C'est cette envie de liberté, ou se dire que j'ai pas envie de faire comme tout le monde, ou Écoute, non, pas vraiment. Je pense que le côté être son propre chef, c'est un truc qui me plaît beaucoup, parce que ça te met ta responsabilité de ta vie au centre, quoi. Je pense que c'est ce que tu vis toi aussi. Tu m'as expliqué ton parcours en quelques minutes juste avant, et je pense que tu peux raisonner tout à fait avec ça. Je pense que ce qui m'a vraiment plu, c'est le côté développement personnel qu'on a souligné très tôt dans la formation. C'est le fait de se dire, pour entreprendre, il va falloir aussi que tu te dépasses. Et ça, c'est quelque chose qui a fait clic, quoi. Je me suis dit, ça me ressemble, j'ai envie de faire ça. Et puis après, je me suis lancée, et puis après, voilà, ça a continué. Ouais, carrément. Tu faisais du sport ou pas? Je faisais du sport. Je sais pas pourquoi le lien se fait, mais en fait, non. Ça peut se faire avec le côté, je pense, parfois il y a des étudiants qui écoutent le pompon, et c'est dans ce côté, être capitaine d'une équipe, par exemple. En fait, au final, tu as des similitudes qui se font, donc c'est pour ça que je te pose la question. J'ai effectivement pas mal de sportifs dans ma famille, voilà. Mais non, moi, j'ai jamais fait beaucoup de sport, mais ça, c'est un peu une autre histoire, un peu plus perso, mais en fait, on m'a découvert il y a 18 mois une malformation du cœur qui a nécessité une opération à cœur ouvert. Et depuis, donc, on m'a patché le cœur avec un bout de péricarde de cochon. D'accord. Ce qui était assez flippant au début, mais en fait hyper cool, parce que j'ai récupéré une oxygénation que je n'avais pas avant. Et donc depuis, oui, je fais du sport. À 40 ans. Ah fou. Ok. Purée. Mais ouais. Fou que ça arrive à la fois tardivement, et heureusement que ça arrive. En fait, c'était... ça va déborder un peu du cadre du podcast, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un AVC à l'âge de 38 ans, ce qui en principe n'est pas du tout normal d'avoir un AVC à cet âge-là, alors qu'on a une condition physique bonne. Et donc, ils ont découvert effectivement qu'il y avait un trou à l'intérieur de mon cœur qui n'aurait pas dû être là. Et voilà, donc ça a été... ça a été compliqué, surtout pour ma famille immédiate. Mais après, on a tellement de chance d'être en France et d'avoir des chirurgiens incroyables. Et du coup, depuis, je peux courir et pas être au bout de ma vie après 1 kilomètre. Donc c'est cool. Ok, punaise. Merci de partager ça. Et pour le coup, si je vais te poser maintenant les questions, si ça te va, et encore une fois, si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. À quel point dans ta vie d'entrepreneur aussi, ça a été impactant?
Parce que, alors pour le coup, l'épisode de la semaine dernière, même si on a enregistré, il n'est pas encore sorti, mais pour nous, pour les gens qui écoutent l'épisode de la semaine dernière, j'avais reçu Pauline Tréquesser, qui a eu un cancer l'année dernière, et donc elle cancer du sein pour le coup, et elle en parle en fait, et donc, et bien évidemment, ça fait partie, en plus dans la vie d'un entrepreneur, on parle souvent de ce lien entre vie perso et vie pro, et à quel point, si en fait tu es impacté directement en tant qu'entrepreneur et encore plus en tant que chef d'entreprise, quand tu as des gens autour de toi, à quel point ça a de l'impact et en fait à quel point ça devient une force ou pas de traverser des épreuves de la vie, comme disait Pauline. Je pense que ça remet les choses à leur juste place. C'est-à-dire que quand on traverse quelque chose comme ça, moi je me souviens, c'était juste au lendemain de mon AVC où en fait on savait que j'avais eu un AVC, etc. Et souvent quand on fait un AVC, un des principaux symptômes c'est qu'on perd la parole, en fait, on devient aphasique. Okay. Et donc à l'intérieur du cerveau, on arrive à réfléchir et on arrive à avoir les mêmes capacités cognitives qu'avant, mais on peut plus exprimer et parfois même on a du mal à lire et des choses comme ça. Et donc moi, juste au lendemain, ça faisait seulement 12 heures que j'avais eu l'AVC. Je me souviens d'avoir pris mon téléphone et d'essayer de taper des mots en anglais pour savoir si je pouvais toujours lire l'anglais, toujours comprendre l'anglais. Et donc c'est vrai que j'ai fait des études plutôt intellectuelles et en tant que chef d'entreprise, on est aussi valorisé pour ses capacités intellectuelles. Et donc, si on se dit demain, je perds une partie de mes capacités intellectuelles, en fait, qui je suis. Et donc, ça fait poser des tas de questions sur son identité et sur les facilités qu'on peut avoir à traverser la vie quand on est en pleine possession de ses capacités intellectuelles, quand on est extrêmement articulé, quand on sait dire exactement ce qu'on veut, au moment où on veut, à qui on veut, quand les gens ils parlent autour de nous et qu'on comprend parfaitement ce qu'ils disent, etc. Et il y a eu, alors c'était très court, 48 heures où effectivement ces capacités-là étaient diminuées. Et on se dit, oula, ça ouvre une porte en fait sur des parcours de vie et la réalité que d'autres gens vivent au quotidien depuis leur naissance en fait. Donc ça permet tout simplement de toucher du doigt la chance en fait, tout simplement qu'on a. Et j'ai eu énormément de chance d'être traitée très vite. J'ai presque plus de séquelles. Là, tu vois, en me voyant parler, je pense que tu pourrais pas t'imaginer que j'ai eu un AVC. Même si moi, je le sais et que des fois, je le sens. Mais je pense que j'ai récupéré à plus de 98%, ce qui est une énorme chance. Et puis maintenant, ça se reproduira pas avec l'opération que j'ai obtenue. Mais oui, après, ça m'a après c'est un petit peu aussi l'appel de la quarantaine qui te dit ton corps c'est ton véhicule, donc tu vas en prendre soin déjà, tu vas dormir, tu vas faire du sport, tu vas faire gaffe à ton alimentation, voilà. Donc je pense que ça remet les choses ça remet un peu les choses à leur place. Un des trucs qui m'a un petit peu énervée quand même, c'est quand j'ai eu mon AVC, il y a eu énormément de gens qui m'ont dit « mais c'est parce que tu étais trop stressée ». Et là, j'étais là genre « ok ». Donc ça m'a quand même renvoyé un miroir de moi qui était... que j'ai eu du mal un petit peu à encaisser. Parce qu'en fait, non, tu fais pas un AVC juste par le stress, même si ça peut être un facteur, c'est multifactoriel en général. Mais donc, gérer un équilibre de soi. Et puis juste apprécier la vie comme elle est, quoi. Ouais, carrément. On va revenir sur les débuts de Marbotique, quelques années en arrière, donc il y a 10 ans, comme tu l'as dit. Et comment ça commence? D'où te vient l'idée, en fait? Et quel est le switch aussi de ce moment où tu pars de Maxicourt, où tu es employé, tu as un salaire qui tombe. Oui, c'est ça. Et là, tu te dis, ok, je franchis le pas, j'y vais. Eh ben, c'est drôle parce que je crois que c'était presque il y a 10 ans, jour pour jour, en fait. Parce que... du coup, c'est bien qu'on fasse ça aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais chez Maxicourt, j'ai suivi à un moment un petit atelier sur l'apprentissage de la numération à la bonne Montessori. Donc, la façon dont les éducateurs Montessori enseignent les prémices de l'addition et de la soustraction avec une méthode totalement incroyable. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux pédagogies dites alternatives. Alors, il y a 10 ans, c'était encore plus alternatif. Maintenant, ça devient de plus en plus mainstream. La pédagogie Montessori, la pédagogie Steiner, la pédagogie Freinet, etc. Et un des troncs communs, en fait, de ces différentes pédagogies, c'est qu'on considère l'enfant comme un être à part entière et que toutes les composantes de son être doivent être nourries. Donc le côté intellectuel, mais aussi le côté sensoriel, le côté affectif, parfois même le côté spirituel. Alors il y a certaines pédagogies qui sont un peu wouhou, d'autres moins. La pédagogie Montessori, au départ, c'était quand même assez wouhou. Ils ont vachement édulcoré ça parce que c'est pas du tout dans l'air du temps. Mais elle était quand même assez branchée là-dessus.
Et donc, je me suis dit, c'est quelque chose qui a touché quelque chose chez moi. Et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et quand on travaillait chez Maxicourt, on était sur des interfaces des années 2000, très clavier-souris, tu vois. Et je me suis dit, pour des jeunes enfants, c'est pas forcément ultra approprié. Et dans le même temps, j'ai acheté un iPad en 2011, les premiers iPads, tu vois, l'iPad 1, le gros, là, le fat iPad 1. Et quand j'ai eu un iPad 1 entre les mains, et pourtant, il n'y avait pas beaucoup d'applis à l'époque pour les enfants, je me suis dit, waouh, cette interface naturelle où tu peux interagir directement avec tes 10 doigts sur l'écran, etc., ça va être un carnage pour les enfants. Ça va être super. C'est vraiment très immédiat. Et d'ailleurs, on a tous fait l'expérience de voir un petit enfant se saisir d'un smartphone et de voir à quelle agilité ils arrivent à swiper. C'est parfois flippant tellement c'est parfois flippant, ouais. Ils sont agiles dessus. Effectivement. Ouais. Et du coup, en fait, le fait de se dire, cette interface, elle est beaucoup plus sensorielle, beaucoup plus naturelle que le clavier-souris. Et la méthode Montessori qui repose sur du matériel tangible, elle est aussi extrêmement puissante. Est-ce qu'on ne pourrait pas mélanger les deux ? Et donc, à l'époque, j'avais pensé effectivement à des chiffres en bois qui pourraient être reconnus par l'écran capacitif de la tablette. Et donc, j'ai commencé à me chauffer sur le sujet. Et juste, j'ai reçu un email comme quoi il y avait les 10 ans de l'incubateur de l'École Centrale Paris, un concours. Voilà. Okay. Et donc, j'ai postulé à ce concours avec mon projet, etc. J'ai été sélectionnée pour la finale. Et la finale s'est tenue donc, le 20 mai. 2012, donc tu vois là on est le 19 et j'ai remporté le second prix à cette finale là et donc un des prix c'était il y avait un chèque de 1 000 € ce qui était quand même toujours ça fait plaisir. Et puis il y avait aussi 6 mois d'incubation dans l'incubateur et donc là j'ai pris mon grand courage, j'ai négocié auprès de mon employeur une rupture conventionnelle. Il a été ultra bienveillant, ultra supportif, étant lui-même entrepreneur, multi-entrepreneur. Il m'a dit mais bien sûr vas-y fonce. Chouette. Donc je le remercie encore. Et puis, ça y est, c'était démarré, quoi. Ok. Et donc, tu commences toute seule ? J'ai commencé toute seule. Ouais. Donc, une des particularités, c'est que je suis solo founder. Ouais. Je suis restée seule pendant 5 ans. Après, j'ai un associé qui m'a rejoint plutôt sur le côté commercial. Ouais. Mais effectivement, au début, il a fallu... Alors, les premières étapes, c'était la mise au point du prototype. Tu vois, un premier prototype un peu from scratch. Ouais. Et on s'est donné assez vite l'ambition de produire une mini-série pour le premier Noël, en fait, de décembre. Ouais. Yes. Et donc, on a sorti une première appli au mois d'août. Je me souviens à l'époque, j'ai rencontré en fait différentes personnes qui pouvaient créer des applis et j'ai rencontré un studio et j'ai rencontré donc Mathias Extremo qui est un développeur ici sur Bordeaux et qui m'a dit ok bon allez je te fais un devis 600 € pour faire ta première appli et à l'époque tu sais je trouvais ça genre hyper cher. Forcément c'était mes sous et tout tu vois mais maintenant que je me rends compte enfin tu vois notre dernière appli on a mis plus de 100 000 € dans l'appli donc 600 balles c'était vraiment rien. Mais je remercie encore une fois Mathias parce qu'il nous a mis le pied à l'étrier. Il a créé cette première appli. Yes. La première appli, donc, c'était pour apprendre à compter juste avec ses 10 doigts. Elle a été distinguée. Il y a eu des blogueurs qui l'ont reprise, etc. Et on a commencé à travailler sur l'industrialisation des premiers 10 chiffres en bois. Et donc là, c'était assez marrant, c'était assez folklore, tu vois. Donc j'ai acheté en fait des chiffres en bois qui existaient déjà d'une autre marque. Ils ont accepté que tu vois, à l'acétone, j'efface leur logo pour mettre mon propre logo. Ah, génial. J'ai trouvé une boîte ici à Bordeaux pour pouvoir usiner les pièces à l'intérieur, pour pouvoir insérer en fait les parties, les petits capteurs capacitifs. Et puis on a commencé à essayer de voir est-ce qu'on pourrait déposer un brevet sur la solution. Et donc on a réussi à produire une pré-série de 100 pièces. Alors vraiment en mode garage, dans le salon de mes parents, à la chaîne. Vous trouvez des jolies boîtes qui étaient fabriquées en Espagne et tout ça. Et on a fabriqué 100 pièces de la première série, quoi. Ok, énorme. Oui, parce que le début, c'était pas... On imagine aujourd'hui quand on commence dans des incubateurs, on est déjà dans des lieux... Enfin, pour le coup, là, on enregistre à la Cité Numérique. Ouais. Toi, t'étais chez toi, quoi. J'étais chez moi. Ouais, j'étais complètement chez moi. J'étais chez moi. Et puis... mais bon, on a réussi quand même à faire ça. Il a fallu, bien sûr, gérer toute la partie normative. Parce que, tu vois, c'est des jouets pour enfants. Donc, t'as beaucoup de normes et c'est bien normal. Ouais. Donc, il a fallu gérer tout ça. Et puis créer la société. Parce qu'à partir du moment où tu commences à vendre, il te faut une société. Donc, j'ai créé la boîte le 20 décembre 2012. Ouais. Et on a commencé à faire nos ventes le jour en fait où on a ouvert le site internet. Okay. Et la première cliente de nos produits, c'est une enseignante que je peux saluer qui s'appelle Véronique
Lefebvre, qui est une enseignante de maternelle à Paris, qui fait un travail extraordinaire avec les iPads. Et c'était ma première cliente et je l'en remercie. Et c'était chouette que notre première cliente ce soit une enseignante, quoi. En plus, carrément. Qui valide, j'imagine, après, qui a validé le process, quoi. Ouais, exactement. T'étais déjà maman à ce moment-là ou pas? J'avais déjà mon fils aîné, qui avait 1 an. Ok, parce qu'effectivement, est-ce que, comment dire, est-ce que tu l'as aussi... Un an, c'est peut-être, on fait pas ça à partir d'un an, il était trop jeune. Ouais, il était trop jeune. Après, il s'est intéressé beaucoup aux lettres. C'était un de ces gamins, comme il y en a énormément en ce moment, qui sont complètement geeks des lettres, quoi. Dès qu'il voit une lettre, il veut savoir qu'est-ce que c'est, etc. Donc très tôt, il s'est intéressé aux lettres. Et ça a confirmé aussi une des théories de Maria Montessori qui dit qu'il y a des périodes sensibles, en fait, pour les enfants quand ils s'éveillent à différents concepts, et notamment le concept de l'écriture et le concept de la lecture. Ouais. Et ça commence par effectivement la reconnaissance des lettres. Et ce qu'elle dit, c'est que tous les enfants sont prêts à lire à l'âge de 4 ans et demi. Et ça, moi, je l'ai vraiment ressenti avec mon fils. Au milieu de la moyenne section, il était déjà prêt. Ouais. Et il y a énormément d'enfants qui sont dans ce cas. Sauf que la façon dont le système éducatif est fait, c'est que les enfants, ils sont regroupés par classe d'âge. Et une des missions de l'école publique, c'est de créer un groupe homogène pour l'entrée au CP, pour que ce soit un groupe réceptif pour apprendre à lire à l'âge du CP. C'est Ken Robinson qui a beaucoup théorisé ça dans la façon dont on a standardisé l'éducation en fait, dans nos sociétés occidentales, où on regroupe les enfants par batch. En fait, il dit que c'est beaucoup inspiré du taylorisme. En fait. Et voilà. Et donc, c'est vrai que dans les écoles Montessori, les enfants, ils apprennent à lire plus tôt. Voilà. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont prêts à le faire. Ouais, génial. Et donc toi, l'objectif que tu as au départ, c'est quoi? C'est révolutionner l'apprentissage? C'est accompagner? J'irai pas jusqu'à révolutionner, mais en tout cas, il y avait derrière toujours la motivation et l'envie, et même 10 ans après, qui m'anime toujours, de dire on va créer le meilleur outil pour que les gamins, ils apprennent à lire de façon fluide et joyeuse, parce que la joie de l'apprentissage, dans ces âges-là, c'est quelque chose qui est extrêmement fort aussi. Et donc, à la fois sur la partie hardware que sur la partie software, on essaie de rien lâcher sur la qualité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est accroché au fait que nos produits soient en bois, même si ça aurait été beaucoup plus facile de le faire en plastique. C'est pour ça qu'on est super attentif sur la qualité artistique, notamment, de notre application, avec des illustrateurs qu'on a sélectionnés, qu'on a triés. Je travaille avec une illustratrice ukrainienne qui fait un travail magnifique et que je salue d'ailleurs, parce qu'elle est actuellement... elle a dû quitter son pays, bien sûr, parce qu'elle était de Kharkiv. Et on travaille avec des animateurs aussi qui font des animations de qualité. On travaille avec du sound design... qui est de qualité également. Donc on essaie de vraiment pousser au maximum tout ça dans l'appli. Et alors au moment où tu lances ça, est-ce que tu as aussi ce côté, c'est-à-dire, est-ce que tu te rends compte, ou est-ce qu'il y a des études qui disent effectivement ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils savent pas compter assez tôt, et donc il y a vraiment quelque chose à faire justement sur ce côté éducationnel en fait? Est-ce que c'est aussi répondre à une problématique globale qui est existante? Je pose la question, même si je suis pas la réponse. Oui, c'est sûr. C'est une des devises de la Lilo. J'ai un petit peu échangé avec Laurent, un de ses fondateurs. En fait, l'illettrisme, ça reste un sujet, même si dans nos sociétés, il a beaucoup régressé. Mais les études, toutes les études scientifiques, en fait, prouvent que l'acquisition de la lecture à un âge avancé, je veux dire, quand on doit apprendre la lecture à l'âge où c'est prévu, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans, etc., si ça n'est pas maîtrisé à l'âge de 6 ans, et donc il y a des études qui ont prouvé que quand tu arrives au CE2, ce que les Américains appellent le third grade, si tu n'as pas réussi à maîtriser la lecture en CE2, tes probabilités en fait de réussir au niveau scolaire, elles sont extrêmement diminuées. Et donc il y a une très forte corrélation entre les premiers succès dans la lecture et le succès académique dans les années suivantes. Et donc il y a énormément d'argent qui est mis
sur l'éducation des enfants, mais ça se passe surtout, tu vois, dans l'éducation supérieure. C'est vraiment les universités qui coûtent cher, les colleges et tout ça, ça coûte très cher. Alors que si on se focalise sur le early education, sur vraiment l'éducation dans les premiers temps de la vie, tu as un effet de levier de ma boule, en fait. Donc, il y a une étude qui a prouvé que à l'horizon 2050, pour chaque dollar investi dans le early education, tu pourrais avoir un retour sur investissement de 8,9. Ouais. Donc, moi, je continue d'être passionnée par vraiment l'apprentissage dans les premiers temps de la vie. Et après, ça amène une seconde question qui est de dire, du coup, mais ton produit, où est-ce que tu le distribues ? Parce que notre produit, donc, il fonctionne avec des tablettes, avec des écrans capacitifs, donc les iPads, certaines tablettes Android, etc. Donc, les familles qui ont la chance d'avoir un iPad à la maison, c'est pas forcément non plus toutes les familles. Et donc, les gamins qui sont potentiellement en difficulté de lecture, c'est aussi corrélé beaucoup au niveau des couches sociales, etc. Donc, une des missions aussi, moi, qui m'anime, c'est d'essayer de faire en sorte que nos produits soient le plus possible utilisés dans les écoles. Dans les écoles qui elles-mêmes peuvent être équipées avec des tablettes, etc. Donc voilà la raison pour laquelle on s'est concentré sur les premiers apprentissages. Et tu vois, après 10 ans d'avoir travaillé là-dedans, moi je trouve que c'est un sujet ultra passionnant et c'est assez profond en fait comme sujet. Ouais. Et t'as employé plein de termes en anglais depuis tout à l'heure et t'as parlé des États-Unis. Oui. Alors ça c'est un effet. On comprend que t'es pas que en France. Ouais. Ça, je m'excuse auprès de nos auditeurs qui voient que je vais faire beaucoup de franglais, mais depuis mon AVC, en fait, je pense plus en anglais qu'en français. D'accord. Et donc c'est dur des fois. Ça a fait quand même un truc dans mon cerveau. Qui fait que maintenant, il y a beaucoup de termes qui me viennent en anglais. Je m'en excuse auprès de Monsieur Toubon. Non, mais ça veut aussi dire pour le coup que, alors, au début, quand tu commences Marbotique, tu veux t'attaquer, je suis pas fan du terme, mais en tout cas, investir sur le marché français uniquement. Alors, aujourd'hui, au début, effectivement, mais... on n'avait que le français. Assez vite, on a quand même localisé dans plusieurs langues. Anglais d'abord, donc American English, British English. Ensuite, assez vite, on a fait l'allemand, l'espagnol. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, assez vite, on s'est rendu compte que la France, ça allait pas être notre pays, quoi. Ah ouais ? Ouais. Et en fait, là, tu vois, ça Pourquoi ? fait 10 ans. Et comme on est dans un process de levée de fonds, on a beaucoup travaillé tous nos chiffres passés, les volumes vendus sur l'ensemble de la vie de Marbotique. On a vendu 110 000 unités depuis le début de la vie de Marbotique et 95% en dehors de la France. Ah ouais. Et notre chiffre d'affaires aussi, 95% en dehors de la France. Une grosse moitié, c'est les États-Unis. Il y a aussi du Canada. Il y a pas mal d'Europe du Nord, donc Suède. On a des beaux succès aussi aux Pays-Bas, où on est très implanté dans les écoles des Pays-Bas. Mais la France, ça reste un pays qui est difficile à pénétrer pour nous. Et je pense en ayant analysé les choses, je pense qu'il y a un rapport assez conflictuel et parfois hypocrite sur les enfants et les écrans. Et l'écran est assimilé, si tu veux, à écran égale télévision égale le diable. Je schématise un peu. Et je pense que c'est ça qui explique aussi le succès excellent de l'Uni, que je ne sais pas si tu connais ce petit produit, sa petite boîte à histoire. Je pense que les fondateurs ont réussi à trouver, à saisir quelque chose qui a résonné très fort dans le cœur des parents français, qui est de dire, je vais créer un produit qui va scotcher les enfants autant qu'un dessin animé, mais sans la culpabilité de mettre mon gamin devant un écran. Voilà. Complètement. Et donc en France, c'est vrai que ça reste un des freins. Et nous, on a mis longtemps aussi à dire et à assumer le fait que notre solution, elle est pour les enfants de 2 à 5 ans. Avant, on disait que c'était 3 à 6 ans parce qu'on ne voulait pas dire que c'était pour les enfants en dessous de 3 ans. Et en fait, ce sont nos clients américains qui nous ont dit, moi, j'utilise mon fils, il a 2 ans, il a 2 ans et demi, il adore. Et puis les parents et les enfants s'y retrouvent. En fait, pour nous, tout l'enjeu, c'est se dire l'écran c'est un média, tu vois, c'est comme le papier, c'est un média et donc tu peux lire Voici et tu peux lire La Pléiade. Donc c'est pareil, tu peux mettre ton gamin devant YouTube et qui se farcisse de publicité toutes les 2 minutes,
ou tu peux mettre ton gamin devant Marbotique et qu'il ait une expérience de qualité. Ouais. Donc en fait, c'est pas tant l'écran en soi qui est gênant, c'est plutôt le contenu qui est derrière et l'usage qu'on en fait. Ouais, complètement. Et alors ce côté marché international, ça t'y allait rapidement ou parce que vous avez fait, alors si je ne m'abuse, en 2014 le CES de Las Vegas. Pas en 2014, on l'a fait plutôt en 2016. 2016. Ouais, 2016. Carrément. Oui, en plus, c'est ce que je me suis noté. Ouais. 2016, en fait, on a commencé effectivement à aller sur les salons internationaux. C'est là aussi où j'ai rencontré celui qui allait devenir mon associé, qui était dans le commerce international déjà. Et là, effectivement, on a eu de l'intérêt de beaucoup de distributeurs à l'étranger pour commencer. C'était le début... alors, ça s'appelait pas encore le STEM à l'époque. Donc, STEM, c'est une catégorie qui est Science, Technology, Engineering and Math. C'était plutôt sous l'emblème IoT à l'époque. Tu sais, c'était la grande époque de WeThings, Fitbit, etc. Précise peut-être un peu IoT et tout ça. IoT, Internet of Things, donc les objets connectés, tout simplement. Voilà. C'était un peu la hype, tu vois, les années 2010, la hype des objets connectés, tu vois, les balances connectées, les montres connectées, tout ça. Et donc, les distributeurs commençaient à s'intéresser à ce type de produits, donc sous un angle vraiment électronique, tu vois. Donc, on a commencé à être distribué dans des chaînes de magasins électroniques, voilà, du style MediaMarkt en Allemagne, du style Best Buy aux États-Unis, voilà, ce genre de choses. Ouais, ok. Et donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là, parce qu'en fait, je me dis, si aujourd'hui 5% de à la fois tes ventes et ton CA, c'est en France et donc 95% à l'étranger, est-ce que pendant, je sais pas, 2, 3, 4 ans, tu étais à fond sur la France et puis en fait, bon, ça marche pas tant que ça parce que le marché prend pas, ou rapidement, quand tu as senti que en fait, c'était peut-être pas le bon marché, tu es allé ailleurs? Ça s'est fait vraiment naturellement, en fait. Ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a jamais cessé d'essayer de communiquer en France. À une époque, on avait une agence de presse pour la France, mais du fait de participer à ces salons internationaux, donc il y a eu le CES, il y a eu la New York Toy Fair, il y a eu Nuremberg Toy Fair, donc en Allemagne, Spielwarenmesse, et il y a eu aussi la Hong Kong Toy Fair. Et donc, tu vois, assez vite... on a ouvert les chakras sur l'international, ça s'est fait naturellement parce que c'est là où ça a pris. Et la France, c'est pas qu'on a laissé tomber, mais ça, si tu veux, ça vivait son petit bonhomme de chemin. On a fait un Kickstarter en 2015 parce qu'on a voulu sortir les lettres, qui a bien marché. On a dépassé nos prévisions. Et la plupart de nos clients, c'était effectivement des clients aux États-Unis aussi. Hein. Donc, déjà, dès 2015, c'était comme ça. Et puis, on a réussi... à ouvrir Amazon aux États-Unis, voilà, sans s'implanter là-bas. On n'est toujours pas implanté aux États-Unis, même si on fait plus de 50% de chiffre d'affaires là-bas. C'est un peu un contre-exemple de tout ce que nous disent les agences d'implantation aux États-Unis. Mais tu vois, on s'est débrouillé pour réussir à dédonner la marchandise là-bas. Et puis ensuite, ça, c'était une des forces aussi que nous a apporté la plateforme Amazon, c'est que les interfaces Amazon, elles sont un peu compliquées. Je te cache pas que le back-office d'Amazon, c'est vraiment ultra touffu. Mais une fois que tu l'as maîtrisé sur un pays, c'est identique sur les autres pays. Et donc, ça a amorcé pas mal nos ventes aux États-Unis. Et c'est quand même la plus grande place de marché du monde, tu vois. Donc, quand tu es là-bas, il y a le trafic, en fait. Donc, complètement. Voilà. Puis c'est effectivement plus simple. Alors, il y a plus ou moins autant d'habitants qu'en Europe. Non, il y en a un petit peu plus en Europe. Mais, c'est un énorme marché. Exactement. Et puis, en Europe, c'est ultra fragmenté en termes de langue, en termes linguistiques. C'est-à-dire que nous, notre produit, tu vois, il faut quand même le localiser. Donc, c'est pour ça que nos produits, on les a localisés dans énormément de langues. Donc, après les 4 langues que je t'ai citées, on a fait assez vite le néerlandais. Ensuite, on a fait l'italien, on a fait le portugais, on a fait le catalan. Vraiment régionalement. Il y a certaines activités qu'on a aussi localisées dans des langues régionales, style le breton, le corse, etc. Ça, c'était un peu pour le gimmick. Et puis ensuite, on a fait une localisation pour les pays nordiques, donc suédois, danois, norvégiens, finnois. Et donc, alors les auditeurs pourront pas voir, mais tu peux voir ici, là-bas, on a fait des lettres en bois aussi avec les lettres spécifiques en fait des alphabets nordiques.
Avec genre le O et les 2 points. Ouais, sur le O et les 2 qu'on points, a le A pas- les 2 points, le AE le et le O barré. ouais. C'est ça. Ok, chouette. Bah ouais, Mm. ça oblige à s'adapter. Ça oblige à s'adapter. Ouais. Et là, on a saisi une force, si tu veux, que nous, en tant que start-up européenne, qui était très différenciante par rapport aux start-up américaines. Mhm. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fréquenté nos plus gros concurrents américains parce qu'on a eu des projets co-brandés même avec eux. Et donc, bien sûr, on a étudié leurs produits et la version française de leurs produits. Et c'était vraiment localisé avec les pieds, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment frappant. Tu vois, quand tu voyages et que tu vas dans les grands salons internationaux et que tu rencontres des Américains, ils ne parlent aucune autre langue. Alors que tous les autres gens que tu rencontres dans les salons internationaux, ils parlent toujours leur langue et l'anglais. Ouais. Avec à minima de langue. Quoi. À minima de langue. ouais. Et quand tu vas dans les pays nordiques, Ouais. là, tu vois, récemment, j'étais dans un groupe où il y avait des fondatrices femmes de start-up EdTech Ouais. européennes. Et il y avait une fille qui vient de la Lituanie. Elle parle 5 langues. Ouais. Parce qu'elle parle bien sûr le lituanien, mais elle parle aussi le russe, et puis elle parle un peu d'allemand, et puis elle parle l'anglais, et puis Ouais. elle connaît un peu le français. Ouais. Et t'es là genre, mais ok. Et donc Ça facilite. les Américains connaissent que l'anglais, Ouais. donc pour eux, si tu veux, c'est un changement de mindset qui est... Il y a un petit peu l'espagnol, tu vois, dans le sud des États-Unis, mais... Voilà, donc nous, en tant que start-up européenne, on a pris très au sérieux la localisation dès le début. Et du coup, on est capable de produire des contenus linguistiques et des contenus éducatifs de qualité en néerlandais, mais aussi en suédois et en allemand, Ouais. avec une qualité, on va dire, quasi native. Ouais. Sans Je faire vais- un Google Trad à 2 balles. Ah, mais oui, c'est ça. Mais des fois, c'est vraiment ça. Tu te dis, mais c'est fou parce qu'ils ont quand même des moyens, tu vois. Ouais. Je pense que c'est une question de mindset. Ouais, clairement. Ok. Et alors, comment ça. Donc, parce que j'ai parlé après 2016 du CES, mais Oui. donc en fait, c'était ça le 2014. C'était tes premiers employés en 2014. C'est ça. Et comment tu grandis? Et tu as parlé de ton associé tout à l'heure. Pourquoi tu veux t'associer? Ben, moi, je suis une ingénieure, hein, donc voilà, la partie commercial marketing, c'était pas là où c'était pas mes zones de force. Mhm. J'ai beaucoup progressé, bien sûr, en ayant piloté une boîte pendant 10 ans là-dessus. Ouais. Mais j'avais vraiment envie d'avoir un associé avec lequel on pourrait se propulser plus à l'international. Mhm. Et donc, j'ai cherché un petit peu. Et puis donc, Michael a rejoint l'équipe. On se connaissait déjà en 2016. Mhm. Il a commencé à travailler avec nous dès la moitié de l'année 2016. Et il a rejoint l'équipe à plein temps le 1er janvier 2017. Ok, chouette. Mm. Et là, vous êtes combien d'employés à ce moment-là? Là, on est À la 14. moitié Une équipe de 14. Ouais. Ok. Ah, ouais, donc déjà, en fait. Donc après, ça n'a pas trop évolué, parce que vous êtes combien aujourd'hui? Ah non, tu veux dire en 2017? Ouais, c'est ça. Non, ouais, en d'accord, 2017, ok, on pardon. était 6, je Ok, pense. ouais, ça 6. marche. Pour voir Et l'évolution. on est monté jusqu'à une vingtaine. Ouais. Et quand on a fait un gros projet B2B avec un de nos partenaires américains. Et là, en ce moment, on est 14. Ok, d'accord, c'est ça. Est-ce que je me Oui. disais, elle garde 14 depuis 5 ans? Non, Ouais, non, ça- non, non, ça a monté, ça a Ouais. descendu. Ça a descendu, ouais. Ok. Pendant très très longtemps, il y a eu 0 turnover sur la boîte. Yes. Et j'avais beaucoup d'employés qui étaient, dont c'était le premier job Mhm. et qui sont restés 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans avec moi. Énorme. Ouais. Rare aujourd'hui. Bah ouais, rare. Tu sais, ma première employée qui nous a rejoint en 2014, que tu Ouais. citais à l'instant, elle a quitté l'entreprise l'année dernière. Ok. Ouais, c'était un super bon bout de chemin avec elle. Ouais. Forcément, toujours un petit peu difficile de voir partir les gens, mais c'est aussi normal, tu vois, quand t'as... Hmm. Puis le Covid aussi a fait poser beaucoup de questions Ouais. tu vois, aux gens dont c'était le premier taf et qui arrivaient à la trentaine. Mm. Voilà. Complètement. Et au tout départ, on a rapidement parlé d'incubateur et encore non, parce que c'était plutôt le concours. Mais est-ce que tu as été accompagné par différentes structures ou... Oui. Ouais. Tout à fait. Donc il y a eu à la fois, effectivement, l'incubateur de l'École Centrale Paris au début pendant 6 mois. Ensuite, j'ai continué par être coachée par un de mes mentors de cet incubateur, Éric Langrenier, que je salue ici. Ouais. Il m'a beaucoup aidé tout au long de l'entreprise. Ensuite, j'ai rejoint l'incubateur régional d'Aquitaine, Mhm. donc, qui est une structure qui a changé de nom, mais c'était ce qu'ils appelaient un incubateur allègre. Et ça permettait aussi de financer une partie des frais de prototypage, ce qui a Ok. été super important pour nous au début pour créer Ouais. les premières applis. Et ensuite, j'ai été beaucoup accompagnée par Unitech, Ok. donc à Bordeaux, Hmm. qui ont vraiment un accompagnement pluridisciplinaire et surtout sur l'aspect financier. Donc, ils nous ont aidés à structurer notre première levée de fonds Ok. de 150 000 €. Et du coup, ça a vraiment permis aussi à apporter de l'eau au moulin et à continuer le développement de la boîte. Ouais. Et c'était quand votre première levée?
Alors, je voudrais pas te dire de bêtises, je crois que c'était 2015. Ok, d'accord. Ouais, donc quelques années après s'être Ouais, lancé. c'est ça. Et t'en as fait d'autres depuis? Oui, on a eu plusieurs autres levées. D'abord, c'était une première levée, c'était Family and Friends et un petit peu, tu vois, d'argent public, BPI, Ouais. la région, etc. Ensuite, on a fait une seconde levée où on a fait rentrer des business angels Mhm. et aussi notre industriel. Ouais. Et ensuite, on a eu deux autres tours de levée et notre dernière levée, qui était en 2018, fin 2018, on a Mhm. levé 2 millions d'euros, Ok. notamment auprès du fonds d'investissement Turenne Capital. Ok, ça Mm. marche. Et alors, pourquoi lever? À l'époque, c'était pour soutenir le développement et la croissance économique de la boîte. Mhm. En 2018, on venait de décrocher un très gros partenariat avec Apple, puisque, si on peut revenir un peu là-dessus, donc j'avais Ouais. rencontré Tim Cook en 2017 quand il a fait un petit roadshow européen pour rencontrer différentes startups. Mhm. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est énorme. C'était totalement impromptu. Et même avant même, si tu veux, d'arriver, parce qu'on m'a dit, rendez-vous, rends-toi à tel Apple Store à Paris, etc., pour rencontrer des high executives from Apple, tu vois. Ok. C'était un peu hush-hush, on ne savait Ouais. pas exactement qu'est-ce qui allait se passer. Et j'étais dans le train et j'ai vu en fait passer une news comme quoi Tim Cook était à Paris. Ok. Et là, j'ai fait genre, ouh, ok. On peut Donc cher, en fait, hein. dans 2 heures, je vais rencontrer Tim Cook. Et donc effectivement, je l'ai rencontré. Donc bon, c'était super inattendu et super sympa. Il a adoré le produit. Ok. Bon, c'est, tu sais, très américain, très policé. Donc je pense qu'il n'allait pas dire non, ton produit c'est de la Ouais. merde. C'était obligé qu'il allait dire que c'était bien. Ouais. Mais je pense qu'il a vraiment apprécié. Moi, une des choses que j'ai appréciées, c'est qu'il a apprécié la qualité, notamment du design. Hmm. Et ça, venant de la part Quelqu'un de, de tu vois, Apple, du CEO ouais. de Apple, c'est quand même voilà, Un beau un petit compliment. peu le top level. Ouais. Et donc, suite à ça, on a continué de travailler avec leurs équipes retail Mhm. et on a été sélectionné effectivement pour être un des produits dans le rayon Kids de Apple qui a ouvert en fait et donc dans tous les Apple Store du monde entier parce qu'ils ne faisaient pas de sélection en fait. C'est all or nothing. Ouais, Donc c'est ouais. soit tu es partout, Ouais. soit tu es nulle part. S'il y avait une petite exception pour les startups américaines de commencer juste sur les États-Unis. Mais Ok. nous, étant startup Ouais. française, on n'a pas eu la possibilité de faire ça. Donc, ils nous ont demandé de faire un produit exclusif pour eux, etc. Donc, il y a eu des allers-retours à n'en plus finir avec la Chine pour trouver le bon produit, etc. Ouais. Et nous, à cette époque-là, on arrivait au bout des fonds de nos précédentes levées. Donc, on avait vraiment besoin, tu vois, de lever pour continuer le développement. Et il y avait ces super perspectives qui se présentaient. Et puis bon, finalement, on a réussi à faire, à sécuriser ce placement-là. Ouais. Et ça s'est super bien vendu. Ça s'est super bien vendu après, en 2018, 2019. C'était vraiment une super belle exposition. Et alors bon, enfin, tu veux des chaînes retail comme Apple, c'est difficile d'en trouver une autre, quoi. Tu vois, c'était un peu. C'était un peu voilà, unique, mais c'était une super expérience et encore maintenant, ça reste pour moi un gage de qualité sur notre travail quoi, et notre produit. Ouais. Et tu te dis quoi au moment où, donc ça fait quoi, 6-7 ans plus tard, Ouais. tu vois tes produits dans tous les Apple du monde et rien Ouais. que tout à l'heure, juste avant même de commencer, tu me dis mais hyper naturellement et c'est normal. Et donc ça, c'est les produits qu'on a dans tous les, dans tous les Apple du monde. T'es là Ouais. genre, ok, et je te l'ai dit en plus, je dis, ouais, tu viens quand même de dire cette phrase. Ouais. Bah, c'est sûr que c'est hyper enthousiasmant et ce qui est surtout, ce qui était aussi très satisfaisant, c'était de voir que ça se vendait. C'est-à-dire que les gens, ils répondaient vraiment au concept. Et c'est drôle parce que donc, ça s'est arrêté puisque avec le Covid, ils ont changé un petit peu leur stratégie de retail. Et notamment, c'est un petit peu normal. Ils ont vendu tellement de MacBook, tu vois, d'iPhone, d'iPad, qu'ils se sont dit que le mètre linéaire d'étagère, il était plus rentabilisé en vendant un produit de marque qu'un produit marbotique. Ouais. Donc ça s'est arrêté suite au Covid et après la fermeture des magasins. Mais là, récemment, on a changé de business model. Ok.
Et donc, on a maintenant inclus une partie d'abonnement dans notre offre. Et donc, ça nous a amené à recontacter beaucoup de gens. Quand on a fait la migration vers le nouveau business model, il y a aussi pas mal de gens qui nous ont contactés. Et donc, j'ai pu échanger avec des familles américaines. Et je leur disais, mais au fait, comment avez-vous connu Marbotic, etc. Ils disaient, nous, on est passé, l'iPhone de ma femme était cassé, on est allé à l'Apple Store, on a vu votre produit, on l'a testé, et on était à fond. Et en fait, il y en a un qui m'a dit, je l'ai acheté avant même que ma première fille soit née. Et maintenant, c'est la petite sœur qui s'en sert. Quoi, tu vois. Et donc, ça, c'est aussi une des caractéristiques de nos produits, c'est que c'est vraiment un design déjà intemporel, c'est-à-dire que ça passe pas de mode. Et en plus, le hardware qu'on a fait, il est totalement indestructible, sauf si tu as un chien, et les chiens mangent beaucoup de pièces. Mais si tu as juste un enfant, c'est indestructible. Et donc, ça passe d'enfant en enfant en enfant. Et donc, les gens, ils ont toujours le produit Marbotic chez eux, et c'est chouette. Ah, c'est génial. Et donc, concrètement, pour le coup, comment ça se passe en fait, enfin, le produit, comment on l'achète? Donc, à la fois, on a compris qu'il y avait une app et qu'il y avait aussi du matériel. Du hardware, c'est ça. Ouais. Comment ça se passe? Alors, ça a changé récemment. Donc, pendant les premières années, on a choisi de commercialiser surtout la partie hardware. Et c'était aussi, tu vois, lié à la catégorie dans laquelle on s'inscrivait. Donc, tu vois, les objets connectés, c'était ça le business model. C'était t'acheter le produit physique, et puis ensuite, tu avais la suite logicielle qui était offerte gratuitement avec. Et chemin faisant, on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup d'utilisateurs qui étaient dans un cadre professionnel, donc des enseignants, etc. Et notamment aux États-Unis, pour les sociétés type EdTech, donc des sociétés technologiques de l'éducation, le vrai business model, c'est du modèle de software, c'est-à-dire le fait d'avoir une licence que tu répètes chaque année, etc. Et donc, ça nous a mis un petit peu... on s'est remis en question sur cette partie-là, et on s'est dit, finalement, ce serait plus logique pour nous, et aussi beaucoup plus soutenable pour nous de commencer à faire payer les gens pour la suite logicielle en plus du hardware. Donc, on a envisagé de passer sur un modèle à la Peloton, tu sais, Product as a Service, donc un abonnement où tu reçois le produit le premier mois, et ensuite tu continues de payer tous les mois, et donc que tout soit verrouillé par un abonnement. On l'a considéré, on l'a écarté parce qu'on pense que les gens ne sont pas encore tout à fait prêts en fait, à ce système-là, mais ça ouvrait en fait des perspectives d'économie circulaire assez intéressantes, parce que tu vois, si tu arrêtes de payer ton abonnement, du coup tu te retrouves avec un produit dont tu n'as plus l'usage, puisque tu perds l'accès en fait à la suite logicielle. Du coup, est-ce que tu peux rendre en fait ton puzzle en bois? Est-ce que tu peux en faire bénéficier quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il peut y avoir une communauté de parents? Voilà, j'ai échangé brièvement avec le CEO de Petit Bateau. Et donc, on a échangé, il a été vraiment gentil, il m'a accordé 20 minutes, et du coup, on a échangé un petit peu sur ces thématiques d'économie circulaire. Ils ont fait beaucoup d'efforts, en fait. Donc, ils recyclent au maximum tous les habits que tu peux... Petit Bateau, en fait, tu peux les rapporter en boutique. S'ils sont très usés, etc., eux, ils essayent de les recycler pour la matière première. Et s'ils sont en bon état et qui peuvent être revendus, en fait, ils les nettoient et ils les reconditionnent. Et après, il y a des rayons, en fait, second-hand dans ils essayent de faire ça dans tous les magasins. Et donc, tu vois, ça nous a ouvert des perspectives en disant, on pourrait partir sur de l'économie circulaire, mais là, c'était trop tôt pour nous. Donc, en fait, maintenant, notre nouveau modèle, c'est on a baissé le prix du hardware, donc on essaye de vendre le hardware quasiment à prix coûtant. Et les gens qui achètent le hardware, ils ont accès dans l'appli à certaines sections éducatives, mais s'ils veulent aller plus loin et s'ils veulent bénéficier du contenu premium, il y a un paywall qu'ils peuvent lever en fait en s'abonnant dans l'application. Ok, d'accord. Hyper chouette. Et donc à la fois, oui, effectivement, recevoir tout ça, trop cool. Bon, alors j'ai les produits sous les yeux et je trouve ça canon. En plus, c'est vrai, tu disais, ça se démode pas, et j'ai vraiment l'impression de revoir les couleurs et les formats que j'avais quand j'étais à l'école. Quand on était enfant, oui, c'est ça, mais c'est un côté intemporel, et c'est une des aspérités de la boîte, c'est qu'on essaie de faire mélanger un côté hyper traditionnel, hyper intemporel avec quelque chose de moderne et de technologique. Ouais, complètement. Et alors j'avais lu en préparant l'interview un article, je crois, qui disait que tu étais dans les pionnières de la EdTech. Oui, alors la EdTech, c'est...
Ouais, c'est un terme qui est apparu il y a 2-3 ans. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est un secteur qui est en plein essor. Mhm. Et je discutais là ce week-end avec Anne-Charlotte Monneret, qui est présidente de EdTech France. C'est une association qui regroupe beaucoup de startups EdTech. Dont tu fais partie. Dont je fais partie, Ouais. bien sûr. Et elle me disait que c'est super parce qu'il y a 400 startups actuellement dans le regroupement, mais elle disait qu'il y en avait énormément qui avaient moins de 5 ans. Et Ouais. ça, c'est pas un super bon signe. Alors, ça peut prouver que c'est du dynamisme parce qu'il y a beaucoup de choses qui se créent, mais ça prouve aussi que parfois, les entreprises, elles ont du mal à durer. Mhm. Et donc ça, nous, on commence à être... c'est vrai Installés. que moi, ça fait 10 ans, donc tu vois, ça fait un moment déjà. Mais c'est un marché qui reste compliqué, et notamment en France, parce que l'accès à l'achat, enfin le go-to-market, il est très compliqué quand tu veux servir les écoles françaises. Mhm. Voilà. Ok. Et toi, j'imagine que vous continuez toujours d'essayer d'accéder au maximum aux écoles françaises et que ça fait partie du... ou pas tant que ça? Pas tant que ça, en fait, Ok. parce que quand j'ai travaillé chez Maxicourt, on essayait beaucoup d'obtenir des appels d'offres et on en a remporté beaucoup. Ouais. Beaucoup auprès de conseils régionaux et de conseils départementaux aussi. Mhm. Et ça reste compliqué d'avoir une adhésion et d'avoir un usage réel dans les établissements eux-mêmes. Et j'ai vu à quel point c'était difficile de passer par toutes les fourches codines de la commande publique à l'époque. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas poussé volontairement, qu'on n'a pas poussé dès le début. Ok. On a eu quelques expérimentations réussies dans certains endroits, mais je trouve que l'éducation nationale française a du mal à voir au-delà du pilote, en fait. Mhm. Ça reste encore... on va faire un projet pilote, etc. Alors qu'il faudrait que ce soit plutôt dans la généralisation. Et nous, on se confronte aussi à un autre problème, c'est qu'il faut que les écoles soient équipées de tablettes. Ouais. 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 Et ça reste encore pas toujours le cas. Ouais. Et surtout pour les écoles maternelles, qui sont vraiment le parent pauvre de tout l'équipement digital. Ouais. Alors ça commence à aller mieux pour les écoles primaires, notamment Mhm. il y a eu des grands programmes d'équipement, et ça je vais quand même le saluer pour les écoles rurales. Donc il y a eu beaucoup d'écoles qui ont pu s'équiper avec des rétroprojecteurs ou même avec des mallettes de tablettes, Ouais. mais ça reste encore... c'est pas encore tout à fait mainstream en France. Voilà. Mais en Allemagne, ça a beaucoup bougé. Il y a eu un grand programme d'équipement des écoles et de toute la sphère éducative au sens large en Allemagne. Et Mhm. c'est Angela Merkel qui a débloqué ce grand programme de 5 milliards. Donc il y a 1 milliard par an pendant 5 ans à dépenser en fait, pour équiper les établissements avec de la technologie. Et alors ça, c'est un chiffre que j'ai entendu. Je ne sais pas s'il est confirmé, mais je crois qu'il est vrai. Il y a eu 1 million d'iPads qui ont été vendus pour des écoles en Allemagne l'an dernier. Ok. Donc c'est énorme. Et nous, on a vu une énorme percée de nos ventes en Allemagne l'an dernier, Ouais. parce que tout simplement, il y a eu du budget et qu'il y a eu des équipements avec des terminaux de tablettes. Et du coup, les enseignants, ils ont envie d'avoir des contenus de qualité pour pouvoir utiliser les matériels, quoi. Complètement. Mm. C'est génial. Je sais pas à laquelle poser. Allez, si. Depuis janvier 2021, tu es président de Nouvelle-Aquitaine Amorçage. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, tout à fait. Donc, Nouvelle-Aquitaine Amorçage, c'est un fonds qui accorde des prêts d'honneur. Mhm. Donc, ça permet aux entreprises... alors, le focus de Nouvelle-Aquitaine Amorçage, c'est vraiment des entreprises technologiques innovantes, donc qui apportent des solutions avec une dimension d'innovation et de technologie forte. Et ça permet en fait à des entrepreneurs d'avoir accès à des prêts qui peuvent aller jusqu'à 30 000 euros par fondateur, Ouais. pour en fait commencer à se constituer des fonds propres. Mhm. Donc c'est des prêts d'honneur, c'est-à-dire que c'est des prêts à taux zéro. Il y a même des remboursements différés. Et c'est vraiment très important parce que quand on démarre une entreprise,
les capitaux propres qui sont détenus notamment par les fondateurs ou par Family and Friends, c'est ça en général qui permet de faire effet de levier sur d'autres financements qu'on peut avoir, notamment des financements publics. Et donc voilà, c'est un dispositif d'accompagnement aux entrepreneurs qui fonctionne très bien et qui a aidé des centaines d'entrepreneurs et qui continue de fonctionner. Chouette. Et alors pourquoi faire ça ? Eh bien, en fait, on m'a sollicité, tout simplement, en me disant, voilà, ils voulaient renouveler la présidence de cette... c'est une association, en fait. Et donc, moi-même, j'ai bénéficié, en fait, de leur service, puisque dans une des premières levées de fonds, j'ai moi-même pris un prêt d'honneur de 30 000 euros que j'ai remboursé intégralement. Et du coup, je trouvais que c'était hyper intéressant de passer de l'autre côté du miroir et de voir, en fait, les différents parcours et les différents projets qui pouvaient être mis en place. Et ça... en fait, ça permet d'aider des entrepreneurs de toute la région Aquitaine dans son ensemble. Chouette. Et alors, est-ce que toi, aujourd'hui, tu accompagnes des startups ? Alors, tu le fais comme ça via aussi cet investissement en tant que présidente de l'asso, mais est-ce que tu es mentor de startups ou Non, pas encore. Pas encore, ok. Non, pas encore. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'ai un petit peu du mal à trouver le temps pour ça, mais je pense que quand mes enfants grandiront un peu et que j'aurai un peu plus de temps, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, oui. Ok. Chouette. Et alors, je reviens juste parce que c'est depuis début janvier de cette année maintenant que tu parlais des Female EdTech Fellows. Est-ce que tu peux nous dire, tu as dit que c'était le regroupement, mais donc d'entrepreneurs femmes uniquement ? Oui, c'est ça. Ok. Pour échanger, là aussi, est-ce que tu peux nous expliquer, entre guillemets, à quoi ça sert, même si j'imagine la réponse, mais quand même. Oui, alors c'est une initiative qui est arrivée l'année dernière. Donc c'est Svenja Buisson que je salue aussi, qui a eu cette idée. Au tout départ, en fait, ils ont voulu se dire plutôt que de dire quelque chose pour les droits de la femme, on va mettre en avant des entrepreneurs de la EdTech. Et elle a fait un post LinkedIn qui a cartonné. Et tout le monde n'arrêtait pas de dire mais oui, mais bien sûr, etc. Et puis tu penses à une telle, et tu penses à une telle, et tu penses à une telle. Et de là a germé l'idée de faire un programme, en fait, une première cohorte, parce qu'elle aimerait bien aussi reproduire ça sur d'autres années, pour regrouper des start-upeuses, des fondatrices females, donc femmes de la EdTech dans toute l'Europe. Et donc, elle a réuni un groupe de 14 entrepreneurs. Et donc là, effectivement, on avait un week-end là, juste qui vient de se terminer, où on s'est toutes retrouvées. Il y a 13 des 14 qui ont pu venir. C'était génial. Incroyable. Énorme. Et donc, moi, je suis la seule française, en fait, de cette cohorte. Et donc, il y a... tu vois, il y a une néerlandaise qui vit en Suède, il y a une hongroise qui vit en Suède, il y a une ukrainienne qui vit en Autriche, il y a une lettonne, une estonienne. Enfin, c'est vraiment partout en Europe. C'est incroyable. Et surtout, leurs projets sont extrêmement inspirants. Un des critères de sélection, c'était que c'était des projets quand même un peu matures, qui étaient déjà post-revenue, qui avaient soit levé des fonds, soit commencé à avoir de l'argent. Donc, on se retrouve dans une cohorte assez homogène. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de pouvoir échanger entre pairs et donc à la fois sur des choses aussi variées de quelles sont tes techniques commerciales et toi, comment ça se passe sur tel marché, jusqu'à comment tu recrutes une équipe, jusqu'à comment tu lèves des fonds, etc. Et donc, dans un espace très bienveillant. Si tu veux. Voilà. Ok, c'est hyper chouette. C'est très chouette, c'est très chouette. Et là, donc là, j'en sors. Enfin, c'était vendredi, samedi, dimanche. Et moi, ça m'a fait trop rigoler parce que la moyenne d'âge, c'est un peu mon âge, c'est genre 40 ans. Il y en a qui sont un peu plus âgés, il y en a qui sont un peu plus jeunes. Mais tu voyais vraiment, il y en a plusieurs qui ont des enfants et tout. Mais tu sais, quand tu pars avec un groupe de 15 personnes, c'est toujours un peu l'inertie du groupe. On est toujours en retard, etc. Et là, c'était en mode bam, bam, bam. Allez, on fait la vaisselle, on fait la bouffe, on fait ça, on est à l'heure pour le truc, on fait une séance de yoga. C'était genre, moi, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est des machines, en fait. C'est toutes des machines. et du coup, c'était hyper boostant de voir ça et c'est super inspirant. Donc, merci Svenja et puis merci Supercharger Ventures aussi qui sponsorise le programme. C'était vraiment chouette. Ouais, chouette. On voit que l'organisation, ça paye aussi. Ah ouais, non mais... D'être hyper organisé quand t'entreprends, c'est quand même important. C'est clair. C'est quoi la suite pour Marbotique ?
Et ben la suite, là, on est aussi à l'aube d'une nouvelle levée de fonds. Donc, c'est encore une nouvelle aventure là qui s'annonce. Donc, le pivot de notre business model pour créer du revenu récurrent, c'était un marqueur fort, en fait, un repositionnement important avant d'aborder cette nouvelle levée. On a décidé aussi de... Alors, traditionnellement, comme je te disais, on était très dans l'Internet des objets, objets connectés. Naturellement, quand on a été distribué beaucoup dans le retail, tu vois, de l'extérieur, ça ressemble beaucoup à un jouet. Donc, ça ressemble à un jouet bois, un kit de lettres en bois qu'on peut trouver, tu vois, partout. Et maintenant, on essaye plutôt de se positionner comme une méthode de lecture parce que... on pense que le fait de le voir comme un jouet, c'est peut-être un peu réducteur. Donc, on a, dans le cadre de ce pivot vers de l'abonnement, on a aussi repositionné tout notre branding pour essayer d'approfondir le positionnement éducatif et les convictions sous-jacentes, si tu veux, du développement de ce produit. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des lettres en bois en plus de la tablette ? Pourquoi est-ce que l'apprentissage multisensoriel, il est important pour des enfants à besoins spécifiques, mais aussi pour tous les enfants ? Pourquoi, quand tu utilises du matériel sensoriel comme ça active des parties de ton cerveau qui ne sont pas les mêmes que quand tu utilises juste une appli ? Donc, on a commencé à travailler avec des chercheurs américains et on est en train de réaliser une étude avec des enfants dans des écoles américaines pour prouver en fait l'efficacité de notre méthode. Donc ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant de regarder. Ça nous a amené aussi à mettre le doigt, si tu veux, sur les recherches en fait, qui ont été faites par la communauté scientifique sur les applications éducatives. Est-ce que c'est efficace ou pas ? Est-ce que c'est de la hype ? Est-ce que c'est du gadget ou pas ? Et en fait, il y a vraiment des chercheurs qui expliquent c'est quoi les composants dans le cocktail éducatif qui font qu'une application va être efficace ou pas. Donc, il y en a plusieurs. Il y a le fait que... bien sûr, il faut qu'il y ait des mécaniques d'engagement qui sont intéressantes et qui ressemblent à celles du jeu vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a. Mais aussi, il faut qu'il y ait une structure pédagogique derrière avec ce qu'ils appellent l'échafaudage, le scaffolding. Donc, c'est-à-dire avec un parcours pédagogique pas à pas pour pouvoir progresser. Il faut que les objectifs pédagogiques soient clairs et soient clarifiés, soient explicités, etc. Et donc en fait, il y a tous les ingrédients qui font que une application peut être efficace ou pas. Et puis, ça nous a aussi amené à échanger avec tout un réseau d'experts, donc à la fois des éducateurs, des enseignants, aussi des éducateurs spécialisés. Il peut y avoir aussi des orthophonistes. Il peut y avoir des éducateurs d'enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc, je pense notamment les différentes pathologies qu'on rencontre, c'est des troubles du spectre de l'autisme. On a eu aussi des témoignages d'éducateurs d'enfants trisomiques, aussi des enfants qui ont des problèmes d'audition, malentendants, parfois aussi des enfants qui ont des troubles de l'attention. Et en général, c'est souvent le cas pour les pédagogies dites innovantes. Elles sont plus vite adoptées par les éducateurs spécialisés parce qu'ils sont vraiment dans une recherche de solutions immédiates, mais assez souvent, ce qu'on se rend compte après coup, c'est qu'en fait, ce sont des méthodes qui bénéficient à tous les enfants parce que tout simplement, elles sont plus efficaces. Et donc, on a vraiment travaillé sur ces angles-là et on a essayé d'accentuer notre pénétration dans le monde de l'éducation dans différents pays pour essayer de favoriser vraiment l'usage de nos outils en classe. Ce qui répond aussi à notre mission initiale qui est de dire on veut aider tous les enfants à apprendre à lire et non pas uniquement ceux qui peuvent se permettre de l'acheter. Chouette, c'est cool là, parce que c'est un processus de validation aussi de tout ça, même si tu le sais, il y a plein d'exemples, mais là c'était intuitif vraiment, voilà, et maintenant on va essayer d'objectiver la chose. Ouais, chouette. Tu l'as un petit peu dit, mais qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est je dirais il y a 3 composantes. La première chose, c'est vraiment la mission. J'ai créé cette entreprise par passion pour l'éducation et pour les nouvelles solutions éducatives. Et au bout de 10 ans, je ne suis pas du tout lassée de ça. C'est toujours hyper gratifiant de voir des enfants jouer avec ça et de continuer à imaginer comment on peut améliorer l'appli. On s'appuie à la fois sur des méthodes quantitatives, c'est-à-dire bien sûr on a des analytics qui regardent comment les gamins ils jouent avec l'appli, à quel moment ils décrochent ou pas et comment on peut améliorer ça à chaque fois. Et aussi
quali, c'est-à-dire de faire des playtesting et d'observer des gamins qui jouent en essayant d'intervenir le moins possible, même quand tu dis non. Voilà. Donc ça c'est vraiment, moi je trouve que c'est un super domaine dans lequel travailler. Ouais. La deuxième composante, je dirais, c'est vraiment l'équipe. Donc ce qui m'anime aussi au quotidien, bien sûr, des startups, c'est des hauts et des bas. On a traversé des vallées de la mort, etc. Donc la camaraderie née en fait du travail en équipe, elle est super importante pour moi. Donc ça continue à m'animer au quotidien et c'est aussi grâce à ça qu'on a tenu tous ensemble, voilà. Et la dernière chose, je pense, c'est ce que je te disais au début, c'est la responsabilité et la liberté, même s'il y a beaucoup de contraintes quand on est entrepreneur, la liberté de se dire je suis en responsabilité de ma vie et si quelque part s'il y a des choses mal qui se passent, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même, et puis tu vois, de jamais mettre la faute sur l'autre ou sur une circonstance extérieure, de toujours se dire voilà, ma vie elle est vraiment dans ma zone de contrôle et je suis en responsabilité sur les choses qui se passent dans ma vie. Et ça c'est quelque chose qui est je trouve qui est puissant au niveau individuel. Ouais. Et dernière question, tu aurais quoi comme conseil à donner à celles et ceux qui ont une petite voix qui leur dit dans leur tête allez vas-y et qui n'osent pas encore? Alors je dirais que la peur d'entreprendre et la peur de se planter et la peur de l'échec, elle est forcément présente, surtout quand on est un bon élève et surtout quand on a tout bien fait toute sa vie, etc. Mais que c'est important de se dépasser. Et c'est aussi une façon de devenir adulte, quoi. Et puis, voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, mais la peur n'évite pas le danger. Et le vrai courage, c'est pas de jamais avoir peur. Le vrai courage, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Et puis voilà, faut y aller, faut se lancer, faut croire à sa bonne étoile. Je pense que si on est vraiment animé sincèrement par un projet, il y a de l'aide. Il y a de l'aide qui intervient à plein de moments. Moi, tout au long de mon parcours d'entrepreneur, j'ai été beaucoup aidée par des gens, parfois sans rien attendre en retour. Et c'est ça qui a fait que le projet, il a construit. Et c'est, tu vois, c'est un peu un truc de karma aussi. Tu vois, tu tapes ton propre tambour et puis l'écho te revient aussi, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc tapons des tambours. Ouais, c'est ça. En essayant d'être le plus qualitatif possible, ouais, à tout moment. Merci beaucoup, Marie. Merci pour cet échange. Avec plaisir, Théo. C'était très chouette. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Ciao. Merci à tous pour votre écoute. J'adore l'histoire de Marie, l'histoire de Marboutique, de cette belle aventure qui rend l'apprentissage plus facile et certainement plus efficace. Un beau moment de partage avec cette pionnière de la EdTech. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et surtout, d'ici là, amusez-vous bien et prenez soin de vous. À très vite!